Ok, donc aujourd'hui on va parler de Victor Hugo, qui est un de mes écrivains préférés et qui est certainement l'auteur français le plus fameux de l'histoire. Je pense que quand tu te penches sur l'histoire de la littérature française, il y a son nom qui apparaît en lettres surbrillantes et qui résonne un peu entre tous. Et c'est d'ailleurs en fait un nom qui n'est pas juste synonyme de littérature, c'est carrément un nom qui est synonyme de France. C'est-à-dire que Victor Hugo, c'est pas juste la littérature française, c'est la France. Si vous habitez en France, ça vous aura pas échappé. Voilà, toutes les rues, toutes les avenues, toutes les places qui portent son nom. Là, dites-vous, je suis à Toulouse. Je suis littéralement à 50 mètres du marché Victor Hugo. Là, si je marche là dans 50 mètres, je tombe en plein sur le marché Victor Hugo. Donc c'est vous dire à quel point le bougre a pignon sur rue dans ce pays. Et donc forcément, voilà, c'est parmi toutes les figures de la littérature, celle qui est la plus illustre, la plus suprême, la plus grandiloquente, et peut-être aussi la plus emmerdante. Parce que c'est vrai que c'est une des choses qui le caractérise, le fait qu'il y ait des fameuses digressions qui s'étalent sur des centaines de pages et qui peuvent rendre sa littérature parfois un petit peu indigeste. Au début, notamment, quand on commence à se pencher sur son œuvre, c'est peut-être l'aspect le plus compliqué, peut-être celui qui va faire qu'on va caler un petit peu. Mais au fur et à mesure, voilà, on s'habitue à ce style-là et on finit par adorer ça. En tout cas, ça a été mon cas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a plié le game dans absolument toutes les disciplines, le théâtre, la poésie et donc le roman. Aujourd'hui, on s'attarde sur le roman essentiellement, et c'est ça qui est fascinant avec son œuvre romanesque, c'est le fait qu'elle ait plusieurs vertus. Donc ces bouquins, ce sont autant des livres historiques que des livres philosophiques, que des épopées, que des tragédies, que des poèmes épiques, même aussi des comédies, parce que dans Notre-Dame de Paris notamment, il y a ce passage, c'est un truc qu'on relève pas forcément chez lui, mais c'est un auteur qui a quand même beaucoup d'humour. Il y a ce passage, moi, de Notre-Dame de Paris qui m'a toujours fait marrer, c'est le procès de Quasimodo. C'est une scène vraiment, on dirait du Louis de Funès. Franchement, la scène du procès de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, c'est digne de Louis de Funès. Franchement, ça me fait toujours rire, cette scène. Enfin bref. Parce que c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que forcément, de toute cette œuvre romanesque découle un imaginaire assez puissant, en fait, qui a donc fourni des personnages qui sont devenus, pour certains, des véritables emblèmes culturels. Vous connaissez tous Jean Valjean, Gavroche, Cosette, Quasimodo, Esmeralda. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de dresser un petit top 15 de ce que j'estime être les plus grands personnages de son œuvre romanesque. Et donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la démarche. Vamonos. Ok, donc on ouvre le classement avec un personnage des Misérables, en la personne de Monseigneur Bienvenu Myriel, qui est donc l'évêque de Digne, et qui est le personnage qui ouvre l'histoire des Misérables. Et en fait, c'est le mec qui recueille Jean Valjean à sa sortie du bagne. Parce que voilà, Jean Valjean, au début des Misérables, c'est un bagnard qui tente de se réintégrer à la société. Mais le fait est qu'à l'époque, les programmes de réinsertion, c'était pas trop à la mode. Donc forcément, voilà, réintégrer une société après un séjour au bagne, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et donc Jean Valjean est rejeté de partout. Être bagnard en ces temps-là, c'est comme être un pestiféré. C'est comme si tu portais ton crime sur la tronche et que tu devrais vivre avec à vie. Et donc Monseigneur Myriel, c'est le seul personnage de cette histoire qui daigne de recueillir Valjean, et grâce auquel Valjean trouvera tout court le chemin vers la rédemption. Et donc forcément, c'est un personnage qui a une importance assez capitale dans cette œuvre-là, et qui incarne en fait dans toute sa noblesse le pardon chrétien. Voilà, c'est peut-être parmi tous les préceptes du christianisme, voilà, le pardon, c'est un des plus importants, et c'est vraiment ce qu'incarne ce personnage, voilà, la vertu qu'on peut trouver dans chaque homme, malgré les crimes commis. Le crime en question, c'est d'avoir volé du pain. C'est quand même pas le plus grand des crimes, et donc voilà, Monseigneur Myriel, au numéro 15, voilà, avec lequel j'ouvre le classement. À l'occasion, n'hésitez pas à lire ça, c'est plutôt pas mal. En 14e position de ce classement, j'ai choisi de placer Claude Gueux. Donc le personnage tiré du roman éponyme. Et donc Claude Gueux, c'est un ouvrier parisien qui peine à nourrir sa famille et qui donc est forcé par les circonstances à voler un pain, un délit qui fait qu'il se retrouve en prison. Et en prison, il se lie d'amitié avec un de ses co-détenus qui s'appelle Albin. Et forcément, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vu d'un très bon œil par un des gardiens de la prison qui est probablement jaloux
de l'aura dont dispose Claude Gueux auprès de ce Albin et même de manière générale auprès de tous les autres détenus. Et donc il s'oppose à cette amitié, il sépare les deux hommes. Claude Gueux est désespéré et va être amené malheureusement à commettre un acte assez irréparable. Et donc ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ce Claude Gueux, il a réellement existé. Victor Hugo s'est servi de l'histoire de cet homme pour en fait dresser son réquisitoire contre la peine de mort et lutter donc contre ce qu'il considérait comme être des injustices en ces temps-là, voilà, ce caractère extrêmement répressif et punitif qu'avait alors la justice française. Et donc Victor Hugo était de ceux qui pensaient que la solution n'était pas dans la répression systématiquement violente, mais plutôt dans l'éducation. Et d'où la fameuse phrase qui est restée célèbre. En 13e position, j'ai choisi d'évoquer un personnage extrait de Notre-Dame de Paris, en la personne de Esmeralda. Donc voilà, la fameuse gitane, la fameuse bohémienne de Notre-Dame de Paris, celle qui fait tourner la tête à tous les mâles du roman. Donc évidemment Quasimodo, mais aussi Pierre Gringoire, qu'on connaît un petit peu moins. C'est un personnage qui n'est pas souvent mentionné, qu'on connaît un petit peu moins dans l'histoire, mais qui est quand même assez important. Et puis évidemment Claude Frollo, qui parmi tous ces malades d'amour, voilà, qui présentera les symptômes les plus violents de la maladie d'amour. Mais elle, du coup, elle n'a Dieu que pour Phébus de Châteaupers. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est vraiment l'archétype de cette jeune femme qui a tous ses prétendants plus ou moins sains, mais qui, elle, va n'avoir Dieu que pour le fuckboy Phébus Châteaupers, qui est une espèce de bellâtre qui est marié, mais qui est un coureur de jupons notoire, et qui n'a aucun intérêt particulier pour Esmeralda, si ce n'est que c'est une jolie femme qu'il souhaite posséder. Et donc c'est ça qui est assez drôle dans Notre-Dame de Paris, c'est que elle kiffe le mec toxique, le fuckboy qui en a rien à foutre d'elle. Et donc c'est la raison pour laquelle elle constitue une héroïne encore très moderne et à travers laquelle on pourrait être tenté de se reconnaître, enfin certaines pourraient être en tout cas tentées de se reconnaître à travers elle, grâce à cet aspect-là du personnage. Mais ce que je tiens à préciser aussi sur Esmeralda, c'est que ce n'est pas simplement un bel écrin, ce n'est pas simplement une belle femme, c'est quand même un personnage qui a une nature assez complexe. En fait, on sent qu'il y a beaucoup de mystères qui l'entourent. En fait, elle a des origines assez troubles qui constituent un arc narratif extrêmement puissant et important dans le livre. J'en dis pas plus, évidemment, pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est pas quelque chose qui est généralement exploré dans les adaptations. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de lire le livre pour vraiment voir qui c'est Esmeralda. On ne sait pas qui c'est Esmeralda, en fait. Vous pensez que vous savez qui c'est, mais si vous n'avez pas lu le livre, vous ne savez pas qui c'est. C'est pas juste une putain de bohémienne avec sa chèvre là qui se balade dans les Paris du Moyen-Âge. Non, c'est autrement plus impressionnant, plus mystérieux et plus intéressant. Donc voilà, à l'occasion, je vous invite à découvrir ce livre pour vraiment voir qui est Esmeralda et pour apprécier évidemment le chef-d'œuvre que c'est. Ok, en 12e position, j'ai choisi de mentionner un personnage à nouveau extrait des Misérables, en la personne de Marius. Voilà, le fameux jeune premier des Misérables, et qui n'est autre que le double de papier de Victor Hugo. C'est ça qui est drôle en fait, c'est-à-dire que parmi tous les personnages de l'œuvre hugolienne, Marius, c'est vraiment c'est Victor Hugo lui-même en fait. Vous avez la description de Marius dans Les Misérables, imaginez que c'est Victor Hugo qui se décrit lui-même à 30 ans. Et donc Marius, il ressemble pas seulement à Hugo physiquement, il a aussi les mêmes valeurs, on va dire politiques, républicain, romantique, et surtout opposé à son grand-père royaliste. Et donc voilà, un personnage somme toute intéressant. Bon, alors moi c'est pas le personnage que je préfère dans Les Misérables, mais voilà, c'est un personnage assez important du panthéon hugolien, et qui a donc la particularité d'être Victor Hugo lui-même. Voilà, il s'est dit voilà, je vais écrire un livre et je vais me faire héros de mon livre. En 11e position, j'ai choisi d'évoquer un personnage extrait de L'Homme qui rit, en la personne de Gwynplaine. Je suis pas du tout sûr de la prononciation, j'ai jamais vraiment su comment ça se prononçait, qui est donc le héros de L'Homme qui rit. En fait, c'est vraiment lui l'homme qui rit pour le coup. Et donc, il a la particularité d'être affublé d'une cicatrice qui lui forme une sorte de sourire permanent sur le visage et qui le rend donc monstrueux, et qui est donc de ce fait forcément traité en freak par ses congénères, par la société, et qui va devoir donc passer outre toute cette haine, toute cette méfiance, et ainsi accomplir un destin voué à être visiblement grandiose.
Donc voilà, et en fait, c'est-à-dire que c'est un personnage qu'on peut forcément comparer à Quasimodo, qui a un faciès de monstre, mais qui a un grand cœur. Donc ce qui est super intéressant de constater avec Gwynplaine, c'est le fait que son apparence ait servi d'inspiration pour créer le Joker, le fameux ennemi de Batman. Et donc c'est une filiation que je trouve très intéressante, le fait de se dire qu'en fait Victor Hugo a indirectement inspiré le plus grand méchant du XXe siècle. Enfin, ce qui est considéré comme le plus grand méchant du XXe siècle par beaucoup de gens. Enfin, tu vois, il y a une filiation comme ça qu'on peut tracer entre Victor Hugo et Heath Ledger, quoi, et les costumes d'Halloween qu'on a partout aujourd'hui. Je trouve ça toujours marrant. C'est une manière de vous faire vous rendre compte de l'influence de la littérature française. Quand vous avez ce genre d'exemple, vous pouvez la mesurer. Ok, alors en 10e position, j'ai choisi d'évoquer un personnage extrait de 93, donc le roman de Victor Hugo qui se déroule pendant les guerres de Vendée. Donc ce personnage, c'est Gauvin, qui est donc le jeune premier républicain de 93, qui est mandaté par la Convention pour vaincre la Vendée rebelle, la Vendée qui refuse de se soumettre, qui refuse de tomber sous le joug républicain et donc qui lutte pour préserver la royauté, la monarchie, le catholicisme. Donc ça donne un duel assez épique qui s'est déroulé en France à la fin du XVIIIe siècle. Un duel assez sanglant que les livres d'histoire mentionnent assez peu, j'ai l'impression. Peut-être n'est-ce qu'une impression. Voilà, Victor Hugo en a tiré un roman qui est assez fabuleux, et donc il met en scène ce jeune soldat républicain qui porte donc les idéaux de la République, mais qui est quand même dans le genre, je dirais, entre guillemets, chrétien. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vraiment vaincre par la violence, il préfère vaincre par le verbe, pour ainsi dire. Il préfère convaincre plutôt que vaincre. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer la philosophie de ce personnage-là, de Gauvin, qui est assez semblable à Marius, hein, que je vous ai évoqué juste avant. C'est un petit peu son pendant, on va dire, républicain établi, on va dire. Et donc voilà, c'est ce qui en fait un personnage assez noble quelque part, et surtout très hugolien au final. Donc voilà, Gauvin 93. Ok, donc en 9e position, j'ai choisi d'évoquer le héros du roman Les Travailleurs de la Mer. Et ce héros s'appelle Gilliatt, ou Gilliatt, je sais jamais comment ça se prononce, c'est comme Gwynplaine, je suis pas sûr. Et donc, putain, je monte 93, je suis con. Pardon, Les Travailleurs de la Mer, c'est ça. Donc Gilliatt, le héros de ce bouquin, que Victor Hugo a écrit en exil à Guernesey. Vous n'êtes pas sans savoir que Victor Hugo, suite à la prise de pouvoir de Napoléon III, donc c'est en 1852, le début du Second Empire, Victor Hugo voilà, est pas très fan de cet événement-là, donc il décide de se casser de France. Dans un premier temps, il va en Belgique, ensuite il atterrit dans les îles anglo-normandes, donc quelque part là-bas dans la Manche. Et donc à partir de là, il devient une figure d'exil, et voilà, il n'arrête pas l'écriture pour autant. Comme vous savez, c'est aussi là-bas qu'il a écrit voilà, il a écrit ça là-bas aussi. Hein. Enfin, il a terminé ça là-bas. Et après ça, il a écrit ça, donc Les Travailleurs de la Mer. Et donc voilà, à partir de là, il crée donc ce roman qui nous raconte l'histoire d'un bateau échoué en mer. Et en fait, ce bateau a une importance assez capitale parce que c'est le bateau dont dépend tout le commerce de la petite bourgade dont il est issu. Donc voilà pourquoi c'est importantissime d'aller le sauver. Il s'est échoué en mer, il est bloqué comme ça entre deux rochers. Ils font donc aller le sauver pour pouvoir donc perpétuer le commerce et ainsi le bon déroulement de la vie sur cette petite bourgade. Voilà, donc c'est une mission extrêmement périlleuse qui demande un volontaire qui sache en même temps, qui soit en même temps un bon marin et aussi un bon mécano. Parce que c'est vraiment les deux qualités requises pour effectuer cette mission. Donc il n'y a pas grand monde forcément qui se porte volontaire. Et donc le capitaine du bateau, pour motiver les troupes, il a une solution que d'aucuns jugeront un petit peu patriarcale. C'est-à-dire qu'il promet la main de sa fille au mec qui sera capable d'aller sauver le bateau. Et donc sa fille qui s'appelle Déruchette, il s'avère que Gilliatt, notre cher Gilliatt, en est éperdument amoureux. Et c'est ce qui le motive donc à prendre la mer pour aller tenter de sauver le bateau. Et voilà, c'est ce qui va constituer donc l'histoire des Travailleurs de la Mer. C'est en gros le duel entre un homme et la nature, quoi. C'est un homme face aux éléments. C'est ça qui est super intéressant avec Gilliatt, c'est un personnage qui combine en même temps le côté mythologique, homérique, antique, et en même temps, forcément, Victor Hugo oblige, tout le côté romantique, le fait que ce soit un personnage solitaire,
dans un premier temps dans sa vie de tous les jours, et ensuite évidemment lorsqu'il se retrouve seul face aux éléments, donc au cours de sa mission de sauvetage. Et, le fait que ce soit un amoureux transi de cette donc, jeune Déruchette qu'il espère marier suite à sa mission. Donc voilà un petit peu tout ce qui constitue ce Gilliatt, personnage assez marquant de l'univers hugolien, qui est donc le héros des Travailleurs de la mer, ouvrage assez fabuleux, un livre que je vous conseille de lire si jamais. Travailleurs de la mer, Victor Hugo. Suivant. Donc en 8e position de ce classement, j'ai choisi de vous mettre un personnage issu des Misérables, en la personne de Fantine. Voilà, personnage très célèbre du roman Les Misérables, et parmi peut-être les plus beaux et les plus marquants de toute l'œuvre d'Hugo. Un personnage qui représente l'archétype de ce que j'aime appeler la mère courage. Et c'est un archétype qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Victor Hugo. On peut penser par exemple à Michel Fléchard dans 93. On peut aussi penser à la Sachette dans Notre-Dame de Paris. Donc Fantine, voilà, c'est l'exemple le plus célèbre, qui est donc la fameuse maman de Cosette qui, par un malheureux concours de circonstances, donc comprenait son mari qui l'abandonne, le père de son enfant qui l'abandonne, et qui la condamne ainsi irrémédiablement à la misère. Donc Fantine se retrouve mère célibataire, avec sa petite Cosette, à devoir survivre dans le Paris du début de siècle. Et donc voilà, forcément, ça va prendre pour elle les allures d'un chemin de croix assez terrible. Elle sera forcée, dans ces circonstances, de confier la petite Cosette aux Thénardier, couple de crapules que sont les Thénardier. Et donc c'est éventuellement Jean Valjean qui viendra apporter un petit peu de lumière dans toute cette histoire. Et donc voilà, c'est un sacrifice assez marquant, qui aura, je pense, fait pas mal couler de larmes au fil des siècles, depuis l'apparition du livre, même jusqu'à aujourd'hui. Et qui rappelle qu'en temps de misère, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes, et c'est une raison pour laquelle il faudrait d'autant plus les préserver. Donc voilà, numéro 8, Fantine dans Les Misérables. Donc en 7e position, j'ai choisi de revenir dans 93 pour vous parler du personnage de Lantenac. Donc 93, le roman de Victor Hugo qui se déroule pendant les guerres de Vendée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Gauvin, qui était donc le jeune républicain qui est chargé par la Convention de vaincre la Vendée et qui a des idéaux relativement pacifistes. Donc là maintenant, je vous parle du pendant vendéen, du pendant royaliste, en la personne de Lantenac. Et ce qui m'a tué avec Lantenac, c'est que son entrée dans l'intrigue du livre, elle est, comme qui dirait, nappée de mystère. C'est-à-dire que le mec, il débarque dans l'histoire, on sait pas trop qui c'est. On le surnomme juste le paysan. Il est là, il parle pas beaucoup, c'est un mec taciturne. C'est pour ça que moi, en lisant le bouquin, j'avais l'impression d'être dans un film de Sergio Leone. J'avais l'impression d'être dans un western et d'avoir affaire au mec là mystérieux qui débarque dans une ville, on sait pas qui c'est, l'étranger là comme ça qui arrive pour accomplir je ne sais quelle mission divine, pour établir je ne sais quelle justice. Et il parle peu, il est là, tout le monde est intrigué par lui, il est là, il est taciturne dans son coin, et puis la première fois qu'il prend la parole, alors là, la première fois qu'il parle, parce qu'il parle peu beaucoup, mais quand il se met à parler, mon Dieu, il te sort un monologue, et là tu sais qui il est. C'est-à-dire qu'il se présente. Et là, parce que Hugo, quand il s'agit d'écrire des monologues, Hugo c'est un mec qui a du théâtre. Donc il y a vraiment le sens du monologue, il y a le sens du dialogue, et donc forcément c'est toujours des moments incroyables. Chez Victor Hugo, vous avez plein de passages assez fabuleux. Il y a des monologues absolument épiques dans l'œuvre de Victor Hugo. Moi je pense par exemple à Notre-Dame de Paris, le monologue de Frollo dans Notre-Dame de Paris. Je pense à Gwynplaine dans L'Homme qui rit. Je pense à... qui c'est qui peut livrer des monologues de fou aussi. Dans Les Misérables aussi, tu as les monologues de Enjolras. Enfin bref, vous avez souvent des monologues assez formidables qui reviennent. Et donc là, avec ce personnage, avec Lantenac, on en a un qui est assez fabuleux d'entrée de jeu. C'est un personnage qui se présente de cette manière-là, de manière très majestueuse, très tonitruante. Et donc à ce moment-là, on comprend c'est un soldat du Christ qui est en mission pour sauver la Vendée. Donc c'est un personnage impitoyable et qui, pour accomplir cette mission, est prêt à faire tout. C'est-à-dire que contrairement à Gauvin, qui est plutôt conciliant, qui est plutôt chrétien dans sa démarche, on a Lantenac qui est Lucifer. Et donc ce qui est intéressant avec Lantenac, c'est que comme tous les personnages de Hugo qui sont à la fois terribles et formidables,
ben, on peut soupçonner qu'il y a un petit peu sous toute cette dureté, derrière tout ce fer, il y a peut-être un petit peu d'humanité, peut-être. Pour savoir ça, il va falloir lire 93. Alors en 6e position, on va à nouveau évoquer Les Misérables, et on va évoquer le personnage de Javert, qui est par bien des aspects assez semblable à l'Antonac dont je viens de vous parler, qui est donc le flic qui poursuit impitoyablement Jean Valjean, qu'il soupçonne de ne pas être celui qu'il prétend être. Et ce qu'il est intéressant de constater avec ce Javert, c'est que c'est un personnage donc qu'on peut classer parmi les méchants dans Les Misérables, aux côtés des Thénardier. Mais contrairement à ces derniers, Javert, lui, il est majestueux, il est noble. Et c'est quelque chose qu'on est amené à se dire dès les premiers instants où le personnage apparaît dans l'intrigue, parce que lorsque Hugo le décrit, il nous emmène comme ça à déceler dans le personnage, au-delà de l'opacité, au-delà de ce caractère vraiment rigide, il l'amène à voir la petite lumière qui semble quand même se loger là quelque part entre tout ça. Et donc c'est ce qui le fait être assez intéressant dès le départ, malgré vraiment le côté austère, avec en plus l'allure du personnage qui est faite de ce manteau en cuir, de ce chapeau de femme, là, les favoris, et puis évidemment la fameuse matraque. Donc voilà un point intéressant que développe Hugo, et c'est un trait qu'on retrouve assez souvent dans son écriture. À vos armes, citoyens, Les Misérables, Victor Hugo. En 5e position, là on entre dans le top 5 désormais, je choisis de revenir dans Notre-Dame de Paris pour parler de son personnage probablement le plus célèbre, Quasimodo, le fameux bossu de Notre-Dame, le fameux sonneur de ses cloches, et donc probablement le personnage d'Hugo le plus célèbre. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que parmi tous les hommes du roman qui aiment d'amour fou la Esmeralda, Quasimodo c'est celui qui lui voue l'amour le plus saint, le plus beau, le plus pur. Outre la Esmeralda, il y a aussi la cathédrale qui occupe une immense place dans le cœur de notre cher bossu. C'est quand même un élément indissociable de son image, voilà, l'homme, le monument. Et c'est ce qui fait de Notre-Dame de Paris une œuvre aussi sublime, c'est que c'est en même temps une ode donc à l'amour, le sentiment, et en même temps c'est une ode à l'amour de l'art. Voilà, c'est une ode au gothique, et en l'occurrence à la cathédrale. Et donc dans le cœur de Quasimodo, les deux prennent place finalement, autant la femme Esmeralda que donc le monument, la cathédrale, un amour donc charnel pour Esmeralda et plutôt donc maternel pour la cathédrale. Donc voilà, c'est un petit peu les deux forces qui sont en présence dans le cœur de Quasimodo, et qui font de lui un personnage aussi romantique, aussi marquant. Donc voilà, je vous invite une fois de plus à découvrir le Quasimodo originel tel que Victor Hugo le présente dans le roman, qui est autrement plus sombre et complexe que celui qu'on voit dans les adaptations. Donc en 4e position, j'ai choisi de vous parler de L'Homme qui rit à nouveau, et d'évoquer le personnage de Ursus, qui est central dans cette histoire. C'est la représentation de l'homme qui rit, d'un archétype qui est très présent dans l'œuvre gaulienne, c'est celui du vieux sage qui recueille donc sous son aile de jeunes âmes innocentes et égarées. Et parmi donc tous les vieux sages qui composent cet archétype dans l'œuvre gaulienne, je trouve que Ursus est le plus fantasque de tous. Il est à l'image du livre dont il est issu, c'est-à-dire qu'il est absolument incroyable, il est complètement fou, il est érudit à l'extrême, il est désenchanté, et il est en même temps porteur, malgré lui, d'un bel espoir. Et surtout, il est sous-coté. Lorsqu'on dresse un peu la liste des plus illustres œuvres de Victor Hugo, on mentionne rarement L'Homme qui rit, ce qui est à mon avis un peu une injustice pour cette œuvre qui est stratosphérique. Et donc Ursus, pour le présenter en quelques mots, bon, c'est un saltimbanque qui vit dans une roulotte, loin des hommes, parce qu'il est assez misanthrope comme monsieur. C'est une encyclopédie vivante, très érudit donc, et qui a donc pour seul compagnon un loup qui s'appelle Homo. Et donc ce cher Ursus sera amené à croiser la route du jeune Gwynplaine. Donc, de là commencera ce qui est à mes yeux la plus incroyable et la plus sublime des aventures hugoliennes. Voilà, je pose ça comme ça. Voilà, je vous encourage à lire L'Homme qui rit pour vous en apercevoir, pour vérifier de vous-même. Donc voilà, en 4e position, Ursus dans L'Homme qui rit. Alors en numéro 3, parce que ça y est, on est dans le top 3, retour dans Les Misérables une fois de plus, pour évoquer, enfin, le fameux Gavroche. Et oui, le titi parisien, l'ancien Gavroche. Je dis ça parce que le gamin n'a que 11 ans, mais il a déjà une vie d'ancien, tellement elle est remplie de péripéties. Que dire sur ce Gavroche? C'est assez fou.
peut-être le personnage le plus cool de tout le panthéon hugolien. Cool vraiment au sens, il est vraiment cool. C'est vraiment le petit mec avec qui on a envie de traîner, quoi. C'est le petit Gavroche, le petit gamin de 11 ans qui connaît Paris comme sa poche, qui traîne avec des gangsters, mais qui est quand même sympa, qui est un fils de Thénardier, mais qui est quand même cool. C'est ça qui est drôle, c'est que ses parents sont des enculés, mais lui, il est cool. Le fait qu'il soit inspiré par Eugène Delacroix, ça rend autrement plus cool. C'est-à-dire que c'est Eugène Delacroix, techniquement, qui a inspiré Gavroche. À partir du moment où tu es inspiré par le peintre le plus stylé de l'histoire de France, t'es forcément stylé. Et qui, hélas, malheureusement, connaît un destin funeste. Voilà, il finit abattu au cours de la Révolution avortée de 1832 dans une scène qui est restée parmi les plus célèbres et les plus iconiques de toute l'histoire de la littérature française. Voilà, je suis tombé par terre, la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, la faute à Rousseau. Je suis même pas sûr que ce soit ça les paroles exactes, mais c'est un truc comme ça, en tout cas. En tout cas, voilà, Gavroche que je décide de placer en numéro 3. Et maintenant, passons au numéro 2. Alors, à la deuxième place de ce classement, je choisis donc de rester dans Les Misérables pour enfin évoquer le fameux Jean Valjean. Personnage iconique entre tous, a-t-on besoin de le présenter? Je pense pas, mais je vais quand même le faire rapidement. Donc voilà, le héros des Misérables. C'est 30 années de sa vie que Victor Hugo nous fait suivre, un paria de la société qui est seulement recueilli par l'évêque Myriel et qui est à cette occasion transfiguré et remis sur le chemin de l'honneur et de la bienséance, un chemin qu'il décidera donc d'emprunter pour ensuite à son tour répandre le bien et l'honneur autour de lui et donc nous offrir au passage une très très belle leçon de rédemption. Donc voilà en gros ce qu'est l'histoire de Jean Valjean, personnage qui a dépassé, dont l'aura a dépassé le simple cadre fictionnel. Hein. Aujourd'hui, on le considère presque comme un saint du patrimoine français. Hein. C'est limite si on pourrait l'appeler Saint Jean Valjean et le canoniser. C'est-à-dire quand il s'agit de vraiment prendre en exemple une figure d'héroïsme et de bienveillance, on pense à Jean Valjean. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui a été au cinéma interprété par les plus grands acteurs français, Jean Gabin, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu. Voilà. Je pense que c'est les 4 acteurs les plus iconiques de l'histoire du cinéma français qui ont tous interprété Jean Valjean. Donc voilà, ça situe aussi le poids du personnage, tout ce qu'il représente symboliquement pour le patrimoine français, on va dire. Donc voilà qui c'est que je place en seconde position de ce classement. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il n'est pas premier, s'il est aussi iconique et aussi symbolique, c'est notre cher Jean Valjean. Parce qu'au numéro 1, j'ai choisi un autre personnage que je vous présente tout de suite après ça. Donc voilà, maintenant on arrive à la première marche du podium, numéro 1 du classement des 15 plus grands personnages de Victor Hugo, selon moi. J'ai choisi de mettre le fameux méchant de Notre-Dame de Paris, Claude Frollo. Oui, voilà qui c'est que je choisis de placer en numéro 1. Pour moi, ce personnage, c'est certainement le plus grand personnage que Victor Hugo n'ait jamais écrit. Et aussi, pour moi, aussi un des plus grands personnages de l'histoire de la littérature française. J'irai jusque-là. Et donc, c'est le méchant de Notre-Dame de Paris. Enfin, méchant, entre guillemets. Et pour moi, c'est un personnage absolument incroyable qui est tiraillé donc entre son devoir d'homme d'église, qui doit se vouer entièrement à Dieu, et donc l'amour complètement fou et incontrôlable qu'il porte pour la Esmeralda. Et c'est ce qui occasionne donc un tiraillement intérieur qui est d'une violence absolument inouïe et qui le fait complètement vriller en fait. C'est-à-dire que le mec pète un plomb complètement parce que forcément la Esmeralda, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand je l'ai mentionné, elle n'est pas très fan de lui. C'est-à-dire que cet amour n'est pas vraiment réciproque. La Esmeralda, elle en peint surtout pour Phébus. Et donc c'est ce qui occasionne chez Frollo un désespoir immense. Et notre homme, à partir de là, devient complètement dingue. Et il se produit toute une sorte d'événements complètement fous dans Notre-Dame de Paris, dont il est un petit peu l'initiateur. Et moi, c'est un personnage qui m'a marqué. Je me souviens quand j'ai lu le livre il y a quelques années maintenant, je me suis reconnu en lui. Alors attendez, je m'explique, je suis pas un psychopathe, j'ai jamais fait quoi que ce soit que ce mec-là a fait. Mais c'est un personnage en fait qui vraiment, c'est la première fois que j'étais en littérature, que je rencontrais un personnage qui exprimait aussi violemment et aussi fidèlement tout le tourment qui est le nôtre quand on a le malheur d'aimer une personne qui ne nous rend pas son amour. Et même si dans le cas de ce personnage, c'est
C'est raconté donc dans un récit romantique avec forcément un ton assez extrême. Il n'empêche que vraiment la description des tourments intérieurs, elle reste extrêmement réaliste en soi, tu vois. C'est d'ailleurs un thème très récurrent dans l'œuvre d'Hugo, tu vois, le fait de présenter des personnages comme ça qui sont tiraillés violemment entre deux idéaux. On a Jean Valjean dans Les Misérables qui rencontre ça aussi. Et donc là, vraiment, c'est d'une violence assez effrayante, mais qui n'en reste pas moins humaine, en fait. C'est ça qui est terrible avec ce personnage, c'est qu'il reste, j'ai envie de dire, douloureusement humain. Et c'est la raison pour laquelle on se reconnaît un petit peu tous en lui, malgré nous. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien le surnommer mon frère de papier. C'est un petit peu le surnom que je lui ai donné à ce Claude Frollo. Et donc voilà en gros ce qui m'a marqué avec lui et ce qui a fait que j'ai vraiment été soufflé par la puissance de cette œuvre qui est Notre-Dame de Paris. Et c'est la raison donc pour laquelle je tenais à le placer en tête de ce classement et c'est la raison pour laquelle je vous suggère plus que jamais de lire cette œuvre, si jamais, même si c'est pas ce qui est le plus accessible. Mais voilà, au pire, faites-vous la main sur d'autres classiques plus accessibles que je pourrais vous citer d'ailleurs. Hein. Je pourrais à l'occasion faire une vidéo dans laquelle je conseille des classiques de littérature française, donc essentiellement du 19e siècle, qui seront quand même accessibles pour les gens qui sont pas familiers avec cette littérature-là, histoire de se faire la main en attendant d'attaquer des monstres comme celui-ci. Mais voilà, crois-moi, si jamais vous décidez de le faire, ce ne sera pas du temps perdu. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au plaisir de vous retrouver à l'occasion. Et en attendant, donc voilà, bonne lecture aux armes citoyens. Et voilà, nous sommes tous Claude Frollo.